Bonsoir messieurs. Avant de commencer, juste une petite remarque en cas de sécurité. Si l'alarme sonne, il y a les sorties de secours sont là. Il ne faut pas partir dans l'autre sens, il faut sortir par là. D'accord ? Je rappelle les principes de la conférence, toute simple. On démarre avec notre invité et à la suite de sa présentation, on posera des questions. Vous poserez des questions et on fera circuler les micros dans la salle. D'accord ? Alors aujourd'hui, on reçoit Yannick Rien, un passionné de l'univers des médias, de la politique, du lobbying et de l'international. Il a rencontré et conseillé les plus grands décideurs dans ces domaines, ainsi que de la publicité, de l'Internet et des nouvelles technologies. Yannick, journaliste fondateur de la radio Care News et du mensuel La Baule, nous propose d'aborder la situation politique en Russie. Non pas du point de vue des Européens et de l'OTAN, mais en essayant de traduire la mentalité russe. Il répondra à des questions telles que: peut-on aller en Russie aujourd'hui? Les sanctions ont-elles un impact dans la vie quotidienne des Russes? La vie à Moscou est-elle libre? Le résultat de la présidentielle est-il le reflet de l'état d'esprit du pays? Pourquoi les politiques évoquent-ils une guerre de civilisation sans préciser leurs pensées? Alors d'abord, qui est Yannick? Il a démarré l'aventure des radios libres à 16 ans en créant une radio parisienne dans une chambre de bonne, Voltage FM, qui existe toujours. Quelques mois après, il a rejoint Bernadette d'Angevilliers pour participer à la création de Radio Solidarité, qui a longtemps été la 3e radio parisienne, derrière Énergie et RFM, avec plus de 600 000 auditeurs. Radio Solidarité était la radio de l'opposition à François Mitterrand. En 87, c'est la chute de Radio Solidarité lorsque Jacques Chirac et Simone Veil demandent l'exclusion de la droite nationale des ondes. En 89, Yannick lance Actua Média, une lettre hebdomadaire destinée aux décideurs politiques et économiques qui s'intéressent aux médias. De 90 à 2008, il anime et dirige un libre journal sur Radio Courtoisie, créé par Jean Ferré, et s'en consacre ensuite à la création de la radio Care News. Entre 90 et 2004, Yannick a également été journaliste au Figaro, Valeurs Actuelles, Entreprend, Le Quotidien de Paris et l'hebdomadaire financier Bourse Plus, où il écrit encore des articles chaque semaine sur l'économie et la politique. En 95, il participe à la campagne des jeunes avec Jacques Chirac, en étant le rédacteur en chef du magazine Les Étudiants avec Chirac. Yannick a également été le correspondant à Bagdad de Jean-Jacques Bourdin sur MRC. Enfin, en 2004, Yannick lance le mensuel La Baule Plus et en 2007, la radio Care News. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir Yannick Rien. À toi la parole. Bon, merci. Bon, d'abord, je suis très content d'être avec vous parce qu'on est en famille quand on est à La Baule. Je pensais que tu allais annoncer ton prochain conférencier où tu vas reprendre avec André Berkoff, c'est ça? À la rentrée, nous aurons André Berkoff, effectivement, en septembre. Voilà. D'accord, on fera les annonces, vous êtes déjà informés, mais effectivement, il viendra là en septembre. Alors, je vais vous parler de la Russie, je vais vous parler de l'élection présidentielle, mais pas seulement, mais de la Russie. Vous avez entendu parler de ça, ça a été un événement planétaire, cette élection présidentielle, avec les mêmes phrases partout, l'élection truquée, la caricature permanente des Russes qui marchent à coups de trick, Bruno Le Maire qui a mis l'économie russe à genoux, les Russes n'ont pas d'œufs, a dit Bernard-Henri Lévy sur LCI, ils n'ont plus de pain, il y a la queue dans les magasins, enfin bref, vous avez tout entendu. Puis sur la présidentielle, évidemment, les urnes étaient bourrées, c'est une élection totalement truquée. Et il y avait des observateurs internationaux, il y avait 700 observateurs qui venaient du monde entier, dont 10 Français. Alors évidemment, Nathalie Loiseau a dit que les 10 Français, c'était tous des mecs alcoolisés d'extrême droite qui sont venus pour boire de la vodka, s'enfermer dans des chambres d'hôtel peut-être, avec caviar, vodka et pourquoi pas des filles, pendant que les méchants russes bourraient les urnes, saoulés et qu'on frappait les gens à l'entrée des bureaux de vote. C'est à peu près ce qu'elle a dit. Donc moi, comme j'étais dans les 10, quand Laurent et Catherine m'ont proposé un peu de témoigner, de vous raconter ce qui s'est passé, je vais le faire avec des vidéos et avec des photos. Comme ça, vous pourrez vous rendre compte. Vous vous rendez compte à quel point j'étais encadré par le KGB, que le peuple souffre, voilà, et à quel point les urnes ont été bourrées, et que c'était l'émeute dans les bureaux de vote. Vous allez voir que c'est un événement, parce que je vais vous faire une conférence, en fait, si je disais la même chose sur un autre pays, c'est un non-événement. Je vais vous montrer des choses normales.
Alors, ce voyage, j'aurais pu le choisir de le raconter chronologiquement, mais je le fais en toute transparence. Je vais vous montrer des échanges de WhatsApp, comment on travaillait au sein de la délégation. Vous allez vraiment rentrer dans les coulisses de ce que nous avons fait. J'ai eu 4 jours vraiment de tourisme que j'ai demandé totalement libre, on m'a foutu la paix, puis 3 jours vraiment de visite officielle en quelque sorte liée à l'élection présidentielle. Vous allez avoir beaucoup d'images. Je vais consacrer la première partie à l'élection présidentielle, évidemment. Ensuite, le contexte économique. Je vais faire un zoom de 5 minutes sur l'exposition Russia, vous allez comprendre pourquoi. Un portrait de Moscou, de la vie à Moscou au mois de mars dernier, donc c'est tout récent. Un petit zoom de 1-2 minutes sur le métro de Moscou, et puis beaucoup de scènes anecdotiques, mais qui sont importantes dans le contexte. Alors, je vais vous proposer de commencer avec l'élection présidentielle. Alors, pourquoi des observateurs et des experts? Beaucoup de pays ont l'habitude d'inviter des étrangers à assister à une élection quand elle est très importante. Nous, les Français étaient des experts, beaucoup étaient des observateurs. La différence, c'est que les experts, ce sont des personnalités qui sont invitées par le pays qui organise les élections, qui ne représentent aucunement leur pays d'origine. Nous, on était experts, on était invités par les Russes, on ne parlait pas au titre de la France, on était vraiment on n'avait aucun titre et aucun droit. Les observateurs, eux, sont envoyés par le pays d'origine. Dans les 700, il restait, vous comptez les 3/4 de la planète, entre les Africains, les pays arabes, l'Inde, la Chine, le Brésil, qui, eux, envoyaient vraiment leurs observateurs qui venaient au nom de leur gouvernement pour assister à cette élection. Alors, nous, on était invités donc en tant qu'experts, on ne représentait que nous-mêmes. Qu'est-ce que l'on a fait? Voilà. D'abord, je vous invite à retenir, c'est 3 clichés, voilà ce qu'on a retenu de l'élection présidentielle russe: incident en Syrie sur BFM, les électeurs opposés à Poutine pourront-ils s'exprimer ce week-end, avec à chaque fois des photos bien choisies de militaires dans des bureaux de vote, du feu, on a l'impression que c'était... on va commencer, voilà. D'abord, nous, présidentielle en Russie, qui sont les observateurs internationaux, dont des Français. La liste est tenue secrète, nous dit TF1. Elle est si secrète, voilà, je suis là, bon, enchanté. Et on était 10 Français. Dans ces 10 Français, il y a eu beaucoup de médias qui en ont parlé. Il y a eu le Emery de Montesquieu, qui est un ancien sénateur UDF, appelé D'Artagnan. Et il y a eu aussi une grande affaire avec ce brave Cyril Gaucher. Il a fait beaucoup de télévision. Il était maire adjoint LR dans une ville près de Dijon. La dépêche de Radio France, de France Inter, elle est fantastique. Si certains membres de son entourage politique assurent qu'il fait des affaires immobilières avec la Russie, lui assure que non et qu'il est invité parce qu'il a des relations en tant que Russie. Tous ont des liens financiers, parfois forts, avec la Russie. Donc on l'a présenté comme le gars qui fait des affaires immobilières. J'ai l'impression que c'était un Donald Trump, un arriviste. En réalité, le brave Cyril Gaucher m'a emmené voir. Il a acheté un petit 2 pièces à Moscou, en centre-ville, voilà, dans cet immeuble. Et ses affaires immobilières, voilà, il est parti voir son courrier avec son sac en plastique et ouvrir sa boîte aux lettres. Ce sont les grandes affaires immobilières. Et alors il a acheté, il avait eu une opportunité, il aime beaucoup la Russie. Et il a eu un petit héritage, il lui manquait 30 000 € il y a 15 ans. Il a fait un crédit à 7LM pour acheter. Maintenant, il a fait du Airbnb et de la location saisonnière. Donc, c'est bon, voilà, les grandes affaires immobilières. Alors, les observateurs ou les experts, on est invités évidemment par... ça, c'est le texte officiel. On est soit invité par le Conseil de la Fédération, la Douma, ou le président, ou la Commission centrale électorale, avec une mission qui est celle d'observer, d'analyser les élections et de donner notre avis. Comme je suis transparent sur tout, je vous publie mon invitation, voilà, reçue au mois de février par la présidente de la Chambre civique. On regarde librement. Alors, dans cette élection, il y a 4 candidats.
J'ai entendu, évidemment, 4 candidats, c'est du bidon, ce sont des faux candidats, ils sont choisis par Poutine. C'est bon, voilà, les 4 candidats officiels. On a eu un brief, évidemment, avant au Conseil constitutionnel. On nous a expliqué le processus de désignation. Les candidats membres d'un groupe politique à la Douma sont automatiquement autorisés à être candidats. Ensuite, il y a les processus de signature. Est-ce que ces 4 candidats, c'est des faux candidats? Est-ce qu'on est habilité à juger ça? Ce n'était pas la question. Je rappelle qu'en France, on a aussi un processus avec 500 signatures de maires, que des candidats rament pour avoir les signatures. Je me suis amusé à regarder ceux qui n'ont pas eu leur signature à la dernière élection présidentielle. Entre 400 et 499 parrainages validés. François Asselineau, peut-être monsieur sérieux ou pas sérieux, Gaspard Koenig, il est connu, Hélène Touy, parti animaliste. Pourquoi n'ont-ils pas été candidats? Pourquoi Rafik Smati, qui est Objectif France, n'a pas eu ses signatures de 10 à 99 parrainages validés? Donc on peut, voilà encore des autres qui n'ont pas été candidats. Donc on peut dire, on n'est pas là pour juger le processus de validation des candidats. Il y a 4 candidats à l'élection présidentielle russe, on prend acte. De la même manière qu'on ne demande pas à des étrangers de venir commenter le fait que pourquoi Jean-Marie Le Pen a-t-il eu des difficultés à avoir ses signatures en 2002, pourquoi tel candidat, Nicolas Dupont-Aignan, ne les a pas eues. L'objectif n'est pas là, chaque pays a ses propres règles. Donc ce sont les faits. On va revenir sur l'observation du processus, comment ça s'est passé. On arrive à Moscou, on est 10 Français, on nous a séparés en groupes pour aller dans les bureaux de vote différents. Ça, c'est là dans la boucle WhatsApp, voilà, on nous a séparés en groupes. Et voilà, j'étais dans le groupe 4 avec 2 jeunes qui nous entouraient. Ce sont là en bas, c'est les correspondantes et leur numéro de téléphone sont soit des Françaises qui habitent à Moscou, Éline, Pauline, ou soit des étudiantes russes qui ont une vingtaine d'années, qui ont fait cela bénévolement et qui nous ont accompagnés pour nous guider dans la ville. Donc on n'était pas entouré de méchants militaires, d'agents du FSB ou du KGB qui nous tenaient, qui nous suivaient, parce qu'en fait les filles elles étaient parfois aussi perdues que nous. Voilà. Et vous allez le voir, vous allez voir comment ça s'est passé. Quand on arrive évidemment dans les bureaux de vote, comme partout, il y a les affiches avec les candidats, leur programme. Alors il y a 3 jours de scrutin en Russie, dans un processus électoral qui est un peu différent de celui que l'on connaît, puisque les Russes peuvent voter n'importe où sur le territoire. Il y a la liste centrale tenue par informatique au ministère de l'Intérieur, et vous allez dans n'importe quel bureau de vote avec votre passeport, vous vous inscrivez, vous êtes coché informatiquement, ce serait un super système, et là on sait que vous avez voté, vous allez voter, c'est-à-dire que si vous allez voter, si vous êtes en week-end, vous êtes parisien, vous êtes en week-end à La Baule le week-end dernier, vous votez pour les européennes dans n'importe quel bureau de vote, puisqu'on tape, on voit que vous êtes inscrit sur les listes centrales du ministère de l'Intérieur. Il y a aussi des petites différences, c'est-à-dire qu'il y a le vote électronique, et puis il y a aussi le bulletin de vote, n'est pas les bulletins que l'on prend, c'est un bulletin avec le nom des 4 candidats, et ils cochent leur croix. Autre différence, le vote par procuration n'existe pas, puisqu'ils considèrent que c'est une atteinte aux libertés, que le vote doit être secret dans leur état d'esprit, et que le vote par procuration ne peut pas déléguer un vote à quelqu'un d'autre. Donc pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, vous l'avez sans doute déjà entendu, il y a l'urne, la fameuse urne transportable. Chacun a son système. Alors au début, on nous a amenés dans des bureaux de vote, on nous a amenés dans des bureaux de vote. On n'a pas été dans des bureaux de vote. Des bureaux de vote où peut-être que c'était préparé, peut-être que c'était des faux bureaux de vote, je ne sais pas, puisqu'on va rentrer dans... où la télévision nous attendait. Donc on en a fait 3 en première matinée sur 3 jours. En tout, on a dû observer une trentaine. On devait observer une trentaine de bureaux de vote. On nous a expliqué comment cela fonctionnait. Il y a le vote électronique, le vote classique avec les urnes qu'on a pu inspecter, qui sont scellées, qui sont signées par chaque assesseur et chaque représentant
de candidats. Et puis, comme en Russie, on peut voter dans n'importe quel bureau de vote, notre petite accompagnatrice, qui est étudiante à l'équivalent de l'ENA russe, elle a une vingtaine d'années, elle s'est dit, je vais vous montrer, je vais voter aussi. Et c'est évidemment ce qu'elle a fait. Son passeport. Et ensuite, elle est allée voter. Autre bureau de vote où on nous a accompagnés. On va dans une banlieue de Moscou. Là, la télévision nous attendait dans cette banlieue de Moscou. On a vu aussi comment les choses se passaient, les gens qui votaient normalement. Le président du bureau qui explique qui sont les assesseurs. Donc un climat très tendu, comme vous voyez. Et puis comme la télévision russe nous attendait, il fallait répondre. J'ai répondu à une chaîne d'infos russe. Je vais partager quelques minutes. Et vous allez voir quelque chose que vous allez sentir que je suis très tendu. Quelles sont votre impression du processus du vote et comment vous pensez du nombre de votants qui est venu ici, qui vient ici? D'abord, je tiens à remercier les autorités de la Fédération de Russie. Voilà, je suis très tendu, je vais vous dire pourquoi je suis très tendu, j'avais peur. J'avais pas peur des Russes, j'avais peur des Français. Parce qu'au sein de la délégation française, qu'on n'a pas arrêté de me dire, tu as la télé qui va t'attendre, chaque mot que tu vas prononcer, tu vas avoir les gars de LCI, de BFM, de Quotidien qui vont analyser chaque mot. Ils sont capables que si tu dis les gens sont très gentils, on est venu pour l'élection, tu vas avoir un psychologue qui va venir sur le plateau qui dit, il a dit les gens sont très gentils, ça veut dire que les Russes sont très gentils, donc on soutient le régime de Poutine, tu ne dois pas faire attention de ne pas prononcer le mot Poutine, sinon ils vont le couper. En fait, j'avais peur de la France, j'avais pas peur des Russes, donc j'étais figé. Quand même le con d'avoir peur de son propre pays, pays de liberté. Ce qui a donné après le résultat sur les chaînes d'infos, ils ont repris ça. Je vais très rapidement, parce qu'on doit aller très rapidement sur la manière dont ça a été présenté. Il y a eu notre interview. Moi, j'ai surtout remercié les autorités russes d'avoir fait cela. И если мы сравним, опять-таки, с нашими коллегами за рубежом, далеко не в каждой стране такая система создана. Впрочем, иностранных наблюдателей и журналистов удивили не только современность процесса, но и полная открытость для желающих стать наблюдателями из любых стран. D'abord, je tiens à remercier la Russie. Хотелось бы выразить благодарность России за то, что разрешила при... C'est le BFM local. Alors bien sûr, après ces 3 premiers bureaux de vote, on s'est dit peut-être que c'est des bureaux de vote bidons, c'est du théâtre, ce sont que des comédiens, parce qu'en réalité, dans les vrais bureaux, alors on en avait 30 encore à faire, donc on dit maintenant on va prendre les choses aux mains, on va les balader, on va nous faire nous-mêmes nos propres bureaux de vote. Et on a été dans une banlieue encore de Moscou. On a vu des scènes normales, banlieue plutôt pauvre, des scènes normales, de classe moyenne pauvre, de gens qui vont voter, pas de tension particulière, contrairement à ce qui avait été annoncé par LCI, par BFM. À l'entrée de chaque bureau de vote, il y a la vidéosurveillance permanente sur les bureaux de vote, ce qui a fait ricaner certains en disant ouais, les Russes, ouais, c'est une dictature, ils filment même les gars qui sont en train de voter. Non, à l'entrée de chaque bureau de vote, vous avez l'explication avec le plan de vision de la caméra, l'angle de vision et des photographies de ce que montrent les caméras, et on voit bien que ce ne sont pas les isoloirs, c'est uniquement pour... C'est important, vous retenez ça, parce qu'après je vais vous emmener au Conseil constitutionnel. On voit bien que que le secret du vote est respecté.
Et ça, c'est affiché dans chaque bureau de vote avec la photographie et le plan de vision. Alors, je vous dis qu'il y a des observateurs, il y a des experts. Des observateurs sont aussi missionnés par d'autres pays, contrairement à nous qui n'étions missionnés par personne. J'y avais par exemple Jean-Claude Mokeni, c'est le vice-président du Sénat de la RDC, le vice-président République démocratique du Congo. Lui, il était vraiment observateur, il était missionné pour faire un rapport. Comme il est francophone, il s'est joint à nous, parce qu'en fait, les groupes, on avait des groupes des fois parfois définis, puis au bout du 4e, 5e bureau de vote, l'un rejoignait l'autre, tu pars avec tel en voiture, bah finalement on les laisse. Enfin, c'était un grand foutoir. Il n'y avait pas de réel, on n'était pas suivi, le bureau de vote, on faisait en fait ce qu'on voulait. Il fallait juste aller dans les 30 bureaux de vote et selon les affinités de chacun, on se dit, bon, bah, je te rejoins un peu plus tard, on se téléphone. Bon, moi, Jean-Claude, je le connais. C'est le vice-président du Sénat de la RDC, il est venu, il a dit bah, je vais aller observer. Il a fait un vrai travail d'observateur en posant des questions, et cette fois-ci dans des bureaux de vote où on ne nous attendait pas. Et c'était une ambiance très correcte. 1300 1300 par électronique et 200 par papier. 200 бумажных, 1000 электронных. Да? 200 pour... Sur les deux jeunes accompagnatrices qui parlent à peine français, elles ont une vingtaine d'années, c'était pas des grands agents qui nous guidaient. C'était un peu perdu. Mais des personnes qui sont déplacées. Первый день за один день очень хорошо. Qui sont en avance. Вчера я была хороший день, прошел спокойно. Et comme dans toute élection, on va aller vite parce que je vais pas. Comme dans toute élection, il y a des scrutateurs qui représentent chaque candidat. Jean-Claude s'y intéresse. От общественной палаты. Vous avez voté déjà? Tout se passe bien. Vous n'avez pas votre taux d'irrégularité dans les votes. Voilà quelle était l'ambiance. Non, c'est pas la peine. Parce que c'est pas la peine. Ensuite, dans notre liberté, on prend le chauffeur avec nos deux accompagnatrices. On dit on va aller au sud de Moscou, on va aller encore plus loin. Donc j'ai fait une capture d'écran de mon GPS, on s'est retrouvé là. Si on faisait Moscou-Paris, on serait à la limite, on aurait dépassé le Val-de-Marne, l'Essonne, quoi. On a à peu près une quarantaine de kilomètres. Et on arrive dans un bureau de vote, on n'attendait pas, là il y avait problème. Le problème, c'est qu'on arrive devant le bureau de vote, voilà, c'est celui-ci, et le policier ne veut pas nous laisser rentrer. Le policier nous dit, qu'est-ce que c'est que des étrangers qui viennent voir un bureau de vote, il n'était pas au courant qu'on était observateur, on montre le badge, je demande à la jeune accompagnatrice, appelle tes chefs, je sais pas, on a le droit de rentrer normalement. Elle me dit, j'ai pas de chef, t'es un peu foutoir. Elle me dit, moi je suis juste étudiante, je suis là pour vous guider, vous voyez la grande dictature. Donc elle appelle, elle rentre, comme elle est russe, elle a le droit d'entrer. Elle va voir la présidente du bureau de vote qui, elle, avait entendu parler que des étrangers se baladaient dans la ville et allaient inspecter des bureaux de vote. Le policier n'en revenait pas. Il dit, des étrangers qui viennent inspecter nos bureaux de vote et notre grande Russie, alors, elle est piétinée. C'est qui, ces étrangers? Et des Français, en plus. Bon, alors, la présidente du bureau de vote tout le monde était très sympathique. Elle savait qu'elle devait nous laisser rentrer. Elle a joué le jeu à fond, mais... Daria a dû quand même lui expliquer, elle notait bien qui était là, les noms, voilà, comment ça... Elle lui explique tout, là, ça c'est le rapport, voilà. Mais vous voyez que l'ambiance est normale. Le policier, lui, était très inquiet, il se demandait qu'est-ce Voilà comment ça se passe quand on est arrivé dans un bureau de vote à l'improviste. Et puis la présidente, à la fin, elle avait noté nos noms. Elle est venue juste faire une photo. On avait nos badges. Lui, c'est un député arménien qui s'était joint
А, то есть она автоматически. Закрывается участок, выдача протоколов, значит, Пожалуйста. Voilà. Elle a fait son rapport. Des scènes normales, c'est-à-dire que par rapport au diapo que je vous ai montré au début, la tension, le feu, l'émeute, on a vu des gens très agréables qui ont joué le jeu. Nous, on était en contact permanent avec une boucle via WhatsApp entre tous les Français. Je partage les bouts. Il y en avait une autre partie de la délégation qui était au centre de Moscou, où on se partageait tout. Voilà. Alexis nous envoie bureau 2898, une vingtaine de manifestants silencieux et sans aucun souci avec les policiers. Voilà. Pendant ce temps-là, d'autres de la délégation étaient dans d'autres villes de Russie, avec des Africains. Il y avait beaucoup d'Africains. On a eu un petit coucou de Saint-Pétersbourg. Voilà, tout se passe bien. Oui, tout va bien. Les amis, salut de Saint-Pétersbourg. C'était très, très bon enfant. Alors, nous, on a fait notre rôle. À l'issue de chaque bureau de vote, on devait remplir un questionnaire précis, avec des questions. Comment se déroule, comment avez-vous, avec notre nom, l'heure d'arrivée, le numéro du bureau de vote, donc on a fait une trentaine, recto verso, avez-vous eu des problèmes d'accès, avez-vous observé que des électeurs ont eu des problèmes d'accès, avez-vous eu le sentiment que des votes étaient trafiqués, avez-vous observé des problèmes avec le vote sur le lieu de séjour, avez-vous vu un électeur voter à plusieurs reprises, toutes ces questions très techniques qui sont affichées ici. Ça, c'est le recto. Et ça, c'est le verso. Comment évaluez-vous les résultats de vos observations? Respect du principe du suffrage universel, respect du principe de l'égalité du droit de vote, respect du principe du secret du vote. Voilà. Et on signait, on mettait l'heure de passage, le bureau de vote où on était. Alors, je dis que je partageais des choses drôles, vous allez voir après. Il y a 700 observateurs étrangers qui arrivent dans un pays comme la Russie, dont 10 Français. Alors, les 700 observateurs étrangers, ou bien experts, peu importe, 700 étrangers, vous avez, comme partout, il y a 5% à peu près de gens qui arrivent en se disant qu'ils ont la mission du siècle et qui sont tatillons surtout à 7h du matin, et ils se croient chez eux en fait. Ils demandent presque, il y en a un qui a demandé le code source informatique pour le vote à distance, ils l'ont laissé, ils l'ont à l'informaticien, il a été au Conseil constitutionnel voir. En oubliant qu'on est des étrangers. Donc vous avez les 5% hyper tatillons qui sont là pour dénicher le moindre truc, qui regardent s'il n'y a pas des caméras cachées, enfin, tout. À l'extrémité, vous avez 5% de gens, on va dire, qui se disent chouette, on est invité chez Poutine en Russie, on va passer nos journées dans une chambre d'hôtel à boire de la vodka et qu'ils pourront trafiquer les urnes et on va dire que c'est très bien parce qu'on est des militants, mais les deux extrêmes dans tous les côtés. Puis vous avez une grande partie de gens qui ont fait leur mission, en quelque sorte, honnêtement. On a vu ce qu'on devait voir, on a eu accès à tout ce que l'on voulait, on a une dignité, donc on ne se moque pas de nous, mais on est aussi respectueux d'un État souverain étranger, en l'occurrence la Fédération de Russie, qui organise ces élections. Donc on pose juste les questions qu'il faut, on s'intéresse, on fouille un peu. Maintenant, on n'est pas chez nous. Puis vous avez des rigolos pour vous montrer un peu, voilà, dans la boucle WhatsApp, les Français sont très très bien tenus. Puis vous avez des rigolos, on va rire dans la boucle WhatsApp, voilà Alexis, dernier bureau de vote fait, l'apothéose du ridicule, le Géorgien a dû draguer tout ce qui était possible de draguer dans le bureau de vote, l'Italien pas mieux, il a commencé à comparer ses tatouages avec une assesseur. On a eu chaud, on était à deux doigts de ressembler à une délégation sérieuse et il conclut, j'ai quitté le bureau de vote, c'est inacceptable ce comportement, je ne veux pas être associé à ces gens. Donc voilà, c'est pour montrer l'état d'esprit, mais en fait ça montre aussi qu'il y avait finalement une grande... certains étaient sérieux, il y avait aussi une grande liberté. Dans tous les bureaux de vote, ça c'est le dépouillement, alors ça c'est la traduction, parce que j'avais le Google qui traduit les photos, avec le nombre de bulletins de vote,
candidat par candidat, et après certains sont allés au dépouillement. Ensuite, on a été au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel de la Fédération de Russie, qui est la chambre civique, pour voir comment sont recueillis tous les votes de la Fédération de Russie. Beaucoup d'Africains étaient avec nous, puisqu'on était dans le groupe des francophones, et les Africains étaient vraiment en nombre. Lui, un député de Côte d'Ivoire, il y a 2 députés de Côte d'Ivoire, et Jean-Claude de la RDC. Et puis, là où les résultats arrivent en temps réel, c'était pas les résultats, c'était la participation, les comptes rendus, si tout se passe bien, dans une salle qui est tenue aussi par des étudiants, et j'ai pu aller me balader librement, et j'ai tout filmé de façon très sympathique. Voilà comment ils recueillaient les résultats. Vous avez vu qu'à l'entrée de chaque bureau de vote, il y a la vidéosurveillance avec les plans, des caméras de vidéosurveillance. Toute la fédération de Russie, et j'ai été à la salle de surveillance de ces caméras, sont des jeunes. Ils ont chacun un écran. Chaque écran va vers des dizaines de caméras. Ils appuient en permanence, voir s'il n'y a pas de problème. Puisqu'il y avait des émeutes dans tous les bureaux de vote, qui étaient à feu et à sang, comme l'a dit BFM TV. Donc voici les bureaux de vote à feu et à sang. Tout le monde est paniqué. Une ambiance qui semble être très tendue, le plus dictatoriale possible, et des gens qui ont peur. Voilà. Et puis il y avait une autre pièce où les chaînes d'infos en continu faisaient leurs émissions en direct sur l'évolution. On a fait ce qu'on voulait en fait, on l'a filmé. Et puis on a fini. Alors, il y avait le soir, on devait rendre compte de ce qu'on a vu, le troisième, enfin l'après-midi, rendre compte de ce qu'on a vu, de ce qu'on a ressenti, et faire part des problèmes, des questions. Alors moi j'étais désigné par les Français pour me rendre à la commission des droits de l'homme de la Fédération de Russie. Je sais qu'il y en a certains qui vont ricaner, peut-être il y a une commission des droits de l'homme. Voilà. On a pu s'exprimer aussi totalement librement. Et vous avez une journaliste américaine, par exemple, elle a été très cash dans ses questions. Elle évoque, vous allez entendre. One is how do you prevent the counterfeiting of the paper ballots? Because that's a problem that we had in the 2020 election. Question number 2 is how can voters know that their vote was counted and then that it was counted only one time? Comment empêcher la contrefaçon dans les bureaux de vote, comment s'il y a eu des votes en double, et comme en 2020, et comment est-ce qu'elle évoque des problèmes similaires qui seraient aussi intervenus aux États-Unis. Pour ma part, moi je suis intervenu sur la presse, sur la liberté de la presse et sur l'information, ce qu'on a le droit de faire, de ne pas faire, en rappelant que l'information finalement c'est un droit de l'homme fondamental et ça vise aussi les pays occidentaux qui censurent beaucoup. Et puis la délégation française, comme il y avait Emery de Montesquieu, il n'était pas là, il était à Saint-Pétersbourg, mais on leur a fait plaisir, on leur a remis, qui est le descendant de D'Artagnan, voilà, on a remis le livre de D'Artagnan, Les Trois Mousquetaires, et ça leur a fait vraiment plaisir. Voilà donc comment ça s'est passé. Puis le dimanche soir, je suis invité au studio, après on va finir sur les élections, après je suis invité au studio de RT, qui est sur la Place Rouge,
au même moment où j'arrive, voilà, BFM TV, 21h direct, la place rouge complètement déserte et barricadée, c'est la panique générale. J'ai revu les vidéos, on avait l'impression que c'était le siège. Eh bien, je vais vous montrer la place rouge, la panique barricadée. Je suis invité sur RT. Ah, évidemment, on va me dire, t'es invité sur RT, on t'a briefé, qui c'est le KGB qui t'a invité, comment ça se passe? Parce que moi, j'ai tout entendu, mais tout. Alors, comme je suis transparent, je vous prends, c'était à l'issue de ma déclaration aux droits de l'homme, je vous mets toute la boucle WhatsApp, la journaliste qui m'invite, elle me dit, est-ce que vous voulez venir à 20h ou à 2h du matin pour commenter les résultats? Je lui réponds, comme vous voulez, je suis libre à 20h ou à 2h. Est-ce que vous avez besoin d'un taxi? Vous vous trouvez où? Je lui réponds, ok, pour 19h30, je vais venir en métro. Et là, il était 19h, parce que quand j'ai imprimé la capture d'écran, WhatsApp a pris l'heure française, alors qu'en fait, il était 19h. Bonjour monsieur, êtes-vous déjà en route? Je dis oui, je suis sur la place rouge. Super, je suis devant le Four Seasons, qui est aussi un hôtel. Je vais vous attendre à la réception, l'hôtel Métropole. Je suis à la réception au premier étage, devant vos studios, visiblement, je viens. Voilà, tranquillement, je prends le métro, j'arrive sur la place rouge, je tombe sur mon hôtel, la place rouge qui était à feu à sang, et puis fermée. Voilà, photographie que j'ai faite en fin d'après-midi, les touristes se baladaient, ils étaient juste en train de mettre des barrières ici avec des tentes, parce que normalement tout ça s'est ouvert vers l'autre place, parce qu'il y avait le lendemain le meeting de Poutine, et évidemment ça c'était les contrôles d'accès et des barrières, comme ça se ferait dans n'importe quel pays au monde. Mais sinon, tout le reste, la place rouge était nickel. Sous la place rouge, en dessous, vous passez là, il y a l'escalier, il y a un grand centre commercial avec 3 niveaux souterrains. Le centre commercial, tout va bien, il était ouvert. C'est le centre commercial qui est sous la place rouge. Voilà. Donc, je vous rappelle que c'était au même moment où l'autre disait la place rouge complètement déserte et barricadée. Alors moi, j'arrive au centre commercial, je me balade un peu. On a même fait une visio. Et j'étais invité dans les studios de RT, la chaîne russe. Alors ça, on va rester quelques secondes là-dessus, c'est au National Hotel. Ça, c'est une capture d'écran que j'ai fait sur Internet après. C'est un très bel hôtel historique de Moscou qui se trouve face au Kremlin, face à la place rouge. Et ici, vous avez, au premier étage, des suites. Et RT a privatisé pour l'élection présidentielle le premier étage et les suites, et ils ont envoyé tous les signaux, et les invités arrivaient ici. J'arrive au premier étage, tranquille, gars, je vais RT, first floor, tranquille, tu rentres, pas de fouille, rien. Les gens qui attendaient, et quand vous passez les portes, vous arrivez sur un couloir qui donne sur les suites, sur la place rouge, et là, je vais vous faire partager ça. Ça sont les studios, en fait, qui sont transformés provisoirement, voilà, ce sont les chambres qui sont transformées provisoirement ensuite, et vous avez les 3 signaux de RT qui partent de chaque chambre, le signal russe, anglais, français. Donc, je me suis baladé avec mon iPhone, et je vous fais partager l'esprit. Ça, c'est les Russes. Et la place rouge, voilà, circulation automobile, normale. So let's just say you decline to flow. Я сейчас кого-то слышу, Саш. Я сейчас слышу кого-то. Я слышу другой. Tout est normal. Et puis 20h, je suis l'invité de RT, français, bien sûr. Bonsoir. Bonsoir Oleg, merci de me recevoir. Je suis très honoré d'être ici et de découvrir que votre studio est réellement face au Kremlin, que ce n'est pas une photographie. Il m'est arrivé de croire que c'était une photographie ou quelque chose qui changeait. Il y a réellement une baie vitrée sur le Kremlin. Tout est vrai.
Voilà, donc après c'était une interview qui a duré une vingtaine de minutes. Dans cette interview, je ne savais pas quelle question il m'a posée. Je suis resté naturel sur l'économie, sur ma vision de l'élection présidentielle. Je n'ai pas menti, j'ai dit que ça s'est plutôt très bien passé, que dans des bureaux de vote, on a eu des problèmes. Donc j'étais sur RT, il n'y a pas eu de censure. Ce passage-là, notamment pour pas que l'on s'imagine qu'on a fait de la propagande. Cela, on a ressenti des différences selon les bureaux de vote. Parfois, une atmosphère très conviviale, plus tendue dans des bureaux de vote peut-être un peu plus que nous pourrions qualifier en Occident de plus bobo. Voilà. Voilà, j'ai dit les choses clairement. Ça s'est très bien passé dans la plupart des bureaux de vote, 99%. Les rares tensions qu'il y a eu, c'était chez les bobos dans les quartiers chics de Moscou, et je l'ai dit, ça n'a choqué personne. Le lendemain, la place rouge, le Kremlin, je vais me balader, tout était normal. La partie meeting était de l'autre côté, alors que je vais de l'autre côté et je vois un gars avec un micro et la bonnette BFM TV. Je dis, ça m'est familier, je les retrouve ici, les mecs, ils sont là, c'est fantastique. Et le gars, il faisait le tour de la place, il allait voir les Russes. Alors, Poutine, c'est un dictateur? Vous avez machin, est-ce que vous êtes opprimé, machin. Je le mets au défi d'aller place Mohamed V à Rabat ou à Casablanca, dire pareil du roi Mohamed VI. C'est le premier avion en 15 secondes. C'est le premier avion en 15 secondes. Voilà, le mec était tranquille. Tranquille, le mec était avec sa bonnette, BFM TV, les Russes passaient, etc. Alors, on va terminer sur ce chapitre des élections. Le chapitre des élections, évidemment, on a été acheté. Vous savez qu'on est des méchants fascistes qui ont profité de la vodka dans des élections, des bourrages durs, des élections truquées, on nous a montré ce qu'on voulait. On s'est fait acheter. Et ben, on a été logé dans un hôtel qui a été choisi avec intelligence. Ils nous ont pas logé, ils n'ont pas offert les grands hôtels, les Four Seasons, les 5 étoiles. On a été logé dans un hôtel à un quart d'heure du centre de Moscou, qui est une sorte de Novotel, très belle catégorie. En fait, ça veut dire on vous loge bien, mais on ne vous achète pas. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Alors, tous ceux, on pouvait déjeuner, dîner. On t'invitait à la cuisine de l'hôtel. Pour les gens qui venaient des pays pauvres, des représentants d'Afrique, d'Inde, etc., évidemment, c'était important pour eux. Ils disaient, voilà, nous, on est venus, on est sortis, on a pris le métro, je suis sorti, on a été au resto, etc. Voilà. C'était pour être transparent surtout. Voilà. C'était notre hôtel, qui n'était pas un hôtel de luxe, c'était une sorte de... En catégorie, je dirais, c'était un Novotel, catégorie française. Voilà pour cette première partie. Maintenant, on va aller beaucoup plus vite, je vais répondre à plein de questions sur la Russie. Est-ce qu'on peut aller à Moscou? Le voyage, comment les choses se sont passées? La Russie, il y a 14 000 sanctions qui touchent la Russie. En ce moment, c'est le pays au monde le plus sanctionné. C'est le pays le plus sanctionné. On peut aller en Russie. Ce n'est pas interdit, ce n'est pas impossible, mais c'est compliqué. D'abord, il faut savoir que la Russie est soumise à un embargo aérien. Toutes les frontières des États-Unis et de l'Europe sont fermées à la Russie. Vous tapez sur Opodo, destination Moscou, destination n'existe pas. Ils l'ont déjà laminé. Il faut passer par la Turquie, par Turkish Airlines, Dubaï ou Casablanca, puisque la Royal Air Maroc maintenant fait des vols chaque jour vers Moscou. Turkish Airlines, c'est le plus simple depuis Paris ou depuis Nantes. Les sanctions économiques contre la Russie, évidemment, profitent à l'aéroport d'Istanbul. J'ai photographié le panneau de l'aéroport d'Istanbul. Il y a en ce moment un vol par heure, jour et nuit, pour Moscou. Un vol par heure, jour et nuit. Là, dans le panneau, vous voyez, il y a un vol à 13h35, 14h45, 14h50, c'est un autre avion, 16h10, pour un deuxième aéroport de Moscou. 16h30, deux vols qui partent à 16h30. Un pour l'aéroport qui est au sud de Moscou et l'autre qui se trouve sur la partie est de Moscou. Et 17h40. Un vol par heure. Alors le vol Istanbul-Moscou, j'ai fait les photos au retour parce que je ne m'attendais pas à l'aller. J'ai percuté après. Je me suis dit qu'au retour, je vais photographier. Donc là, vous allez voir les photos au retour. Quand l'avion décolle, Istanbul-Moscou, vous dites c'est une ligne droite. Normalement, c'est 1h30 de vol. Mais quand même, je me suis posé quelques questions. On va survoler Kiev, on va survoler toutes les zones de guerre. Est-ce qu'on va
arriver vivant. Alors le vol dure quand même 3 heures parce que vous allez voir que l'avion au fur et à mesure dévie de sa route et c'est à peu près, voilà, il fait ce grand tour. Donc un vol qui durait 1h30 dure 3 heures et c'est un vol par heure, voilà, c'est une navette Istanbul-Moscou. On arrive à Moscou. Ceux qui connaissent Moscou, évidemment, est toujours frappé quand je suis arrivé, il était 3 heures du matin, par ce côté de Moscou qui n'est pas un aéroport, c'est une ville. On a l'impression que l'aéroport se pose au cœur de la ville. Là, il était 3 heures du matin, on attendait un taxi. Non, là, j'attendais qu'un chauffeur vienne me chercher. Eux attendaient un taxi. Mais comme l'avion avait pris du retard, le chauffeur était parti. Donc j'ai rappelé, c'est l'organisation russe. Hein. En fait, il y a une grande liberté. Je sais que ça va paraître paradoxal, certains vont ricaner, mais il y a une grande liberté dans ce pays, ce qui fait que c'est parfois le foutoir. La Russie, donc, embargo aérien, 14 000 sanctions. La Russie est aussi déconnectée des systèmes bancaires et européens. Aucune carte de crédit occidentale ne fonctionne, puisque la Russie est dans le système des BRICS, avec la Chine et l'Inde. Donc, quand vous arrivez en Russie, à Moscou, il faut passer au change, votre passeport, et vous échangez contre des roubles. Quand vous allez en Russie, 14 000 sanctions, tout est touché. J'ai été sur le site de l'Union européenne, sur le site du ministère de l'économie. On vous explique que vous n'avez pas le droit d'emmener des produits de luxe. Un produit de luxe, c'est à partir de 300 €, c'est précisé. On vous explique que vous n'avez pas le droit d'acheter des produits de luxe. On vous explique que si vous partez avec un iPhone ou votre Mac, ça doit être votre outil personnel qui n'est pas destiné à être donné à un Russe. Qu'à Moscou, vous devez acheter vous rentrez dans le régime des sanctions si vous allez dans des hôtels de luxe ou des restaurants de luxe. Je ne sais pas comment ils peuvent vérifier ça, mais grosso modo, vous devez aller dans des hôtels Ibis, je ne sais pas, ou dans des McDo. C'est un peu le régime des sanctions qui touche la Russie, parce que c'est un pays pauvre qui est en train de crever. Interdiction d'importation et d'exportation. Donc j'ai fait très attention, une fois là-bas, avant de partir. Je suis parti avec mes devises, les restaurants, on a fait tous très très attention. Puis quand on arrive à Moscou, au régime des sanctions, on était quelques jours avant l'attentat terroriste. Ceux qui connaissent Moscou vont reconnaître, ça c'est le Bolchoï, une ville qui vit vraiment, une ville jeune qui vit. L'usage du français est très répandu. C'est-à-dire qu'il est plus facile de vous débrouiller à Moscou si vous parlez français et vous ne parlez pas anglais, que si vous parlez anglais et vous ne parlez pas français. C'est plus facile. Parce qu'il faut savoir qu'en Russie, pendant très longtemps, la première langue étrangère était l'allemand, la deuxième langue était le français. Et ensuite, l'anglais n'arrivait qu'en 3e position. Champs-Élysées de Moscou, on va vers le Kremlin, une ville qui souffre terriblement de la guerre, sous le poids des sanctions économiques. On va en parler du poids des sanctions économiques. Je vais vous emmener maintenant dans un centre commercial. Des choses anecdotiques qui comptent, parce qu'on me dit aussi, ouais, on a le droit de rien faire, mais l'entrée d'un centre commercial à Moscou ressemble à toutes les entrées de centres commerciaux du monde. Simplement, c'est propre, il n'y a pas de voyous, il n'y a pas de racailles qui viennent vous taper de l'argent, mais il y a la Manche, comme partout. La Manche, c'est une jeune fille qui est avec sa guitare, et je l'ai filmée tranquillement, qui chante, et ceux qui veulent mettre des pièces, mettent des pièces, les gens se baladent, c'est apaisé. Normal. Pas le sentiment d'être dans la caricature que vous donnent les médias. Eh bien, on va rentrer dans un centre commercial où il n'y a plus rien, comme nous l'avait expliqué Bruno Le Maire, avec le poids des sanctions. Il n'y a plus de voitures occidentales, ça c'est terminé, c'est les sanctions. On ne veut pas leur vendre, hein. C'est pas eux qui ne veulent pas nous les acheter, c'est nous qui ne voulons pas leur vendre. Donc les Chinois occupent le marché avec des belles berlines à 98 000 €. Voilà, c'est l'équivalent. Et on va se balader dans le centre commercial d'un pays en guerre qui crève la dalle.
Voilà, et qui n'a plus rien. Je suis baladé dans un centre commercial quand même. C'est pas un grand centre, pas le plus chic, il y a eu des plus chics. C'est vraiment un bon niveau, voilà, classe moyenne haute. Tout est ouvert, les magasins sont ouverts normalement, ça j'ai fait un commentaire, ça veut dire. Les entreprises françaises sont toujours là à travers les marques. Vous allez reconnaître des marques que vous connaissez. En représentation, il y a Chanel, il y a Clarins, Dior. Un centre commercial dans Moscou. Et après, on ira à l'alimentation. Avec des gens qui sont très malheureux, bien sûr, qui sont tête baissée, puisque c'est une dictature. Elena, qui est au fond de la salle, elle va reconnaître peut-être. Parce qu'elle est russe. C'est un après-midi, un jeudi après-midi, vers 16h. Une vie tout à fait normale, c'est très propre. Alors je vais passer. Toutes les enseignes sont ouvertes. Alors c'est par des revendeurs, parce que les vraies boutiques Chanel qui représentent Chanel, elles sont fermées, on verra un peu plus tard. En revanche, par des revendeurs peut-être turcs, on trouve encore les produits. Tout est éclairé, tout est chauffé, tout va très bien. Alors, ensuite, au sous-sol, moi on m'a laissé filmer. En fait, tout le monde filme, les Russes se baladent avec les smartphones, sont sur FaceTime en permanence, donc c'est pas iconoclaste d'avoir un gars qui se balade. Sauf au supermarché, il se dit qu'elle était le fou qui se baladait avec le supermarché à filmer. Et on va descendre au sous-sol maintenant. Supermarché où je vous rappelle qu'on manque de tout. Nous, au mois de mars, vous allez chez Leclerc Intermarché, il y a plein de fruits et légumes que vous ne trouvez plus, hein, l'hiver. Là, c'est Moscou au mois de mars. Les belles tomates du Maroc, il y a tout. Les gens qui font leurs courses normalement. Parce qu'il y en a un qui m'a dit un jour, quand j'avais fait ça sur Facebook, il dit, mais ce sont des comédiens. Ils t'ont mis un supermarché pour les touristes, ce sont des comédiens, c'est peut-être des comédiens. Ils jouent bien, les gens qui font semblant d'acheter. Rayon viande. Fraîche. Après, il y a les poissons frais. Vous allez voir sur la droite, qui viennent de chez Le Beau Pain. Non, peut-être pas. La poissonnerie nantaise. Non, ça ne veut pas Moscou encore. Mais vous voyez comme c'est propre, c'est nickel. Des gens qui sont dans la misère. Le traiteur. Alors on va... Et on trouve évidemment dans les rayons, bon, tout le supermarché est comme ça et il y a vraiment tout. Et la petite surprise pour les locaux, les galettes Saint-Michel. On est en guerre et sous embargo, hein, je précise. Parce que normalement, si on avait écouté Bruno Le Maire, ça devrait être vide. Hein. Voilà la comédie dans laquelle nos politiques nous ont plongés. Champagne français, vin français, martini. Vous voyez qu'il y a tout. Voilà, les boîtes de conserve, ponctuelles, largement 1,69 €. Les galettes Saint-Michel à 2,50 €. 249 roubles. Divisé par 100, oui. À peu près. Ouais. Le martini. On
pâtes, on mange pas de pâtes, on ne manque pas de pâtes. Ça, c'était le supermarché du centre commercial. Un peu plus dans le centre-ville de Moscou, je vous emmène également dans une autre supérette, qui est cette fois-ci dans un quartier chic. C'est un peu l'équivalent d'un Monoprix à Saint-Germain-des-Prés. Tout est nickel, tout est propre. Alors j'ai fait aussi dans la banlieue, c'est plus épicerie, mais il y a tout. En fait, ils ont tout, il n'y a pas de problème. C'est pas la pénurie. Les œufs, puisque Bernard-Henri Lévy a dit qu'il n'y avait plus d'œufs à Moscou. On continue. Alors après ça, c'était la question l'alimentation. Et puis dans Moscou, beaucoup de boutiques chics, des grandes parfumeries. Une parfumerie comme une autre, je me suis baladé, et vous allez voir, c'est un peu le rez-de-chaussée, ça n'a rien à envier au rez-de-chaussée du Bon Marché à Paris. Évidemment, vous avez toutes les marques. Ça a été pris un après-midi. Donc les gens travaillaient, il y avait quand même un peu de monde. Et vous voyez comme tout est beau. Et les marques, vous les connaissez, évidemment, vous les reconnaissez. Voilà pour la vie en Russie au mois de mars sous les sanctions internationales. Ça sent la pénurie et la misère. Alors c'est la vie à Moscou. Parce que bien sûr, on dit toujours, ouais, c'est facile, tu as été filmé Moscou, mais si tu vas voir dans les régions pauvres, tu vas voir. Mais on fait pareil chez nous. Qu'on aille filmer le Bon Marché, le BHV, ok, c'est ça. Mais faites 60 bornes, allez vers le Nord-Pas-de-Calais, la Somme, l'Eure, etc. Vous allez voir le quart-monde, avec des gens qui vivent dans des cités de la délinquance. Alors que les cités à Moscou, je les ai vues, il n'y a pas de délinquance, il n'y a pas de tag, les gens sont très bien. Voilà donc pour cette partie. On va poursuivre maintenant avec l'exposition Russia. Je voulais faire un zoom de quelques minutes parce que l'exposition Russia, c'est vraiment ce qui montre, et vous allez comprendre ce qu'est la Russie. Vous voyez, ça, c'est la version France Culture qui a dit c'est un truc de gloire à Vladimir Poutine, le maître du Kremlin, une gigantesque exposition à la gloire de la Russie. Mais en fait, c'est à la sortie de Moscou, vous avez une sorte de palais des sports, comme porte de Versailles, où sont exposées toutes les régions de la Russie. Donc ça permet de comprendre pas mal de choses sur ce pays, les langues, les religions, les traditions, tous les métiers de la Russie, les technologies de la Russie, et les instituteurs, les institutrices vont avec leurs enfants à l'école et leur montrent. C'est comme si nous, en France, à Paris, on avait, porte de Versailles, une grande exposition permanente sur toutes les technologies françaises, les métiers de la France, les provinces de France, avec des stands, Martinique, Corse, et nos élèves iraient découvrir ce qu'est la France. Je n'ai rien vu de propagande poutinienne, parce que d'ailleurs, je le préciserai après, Poutine, on n'en parle jamais. Il n'y a pas de photo de Vladimir Poutine en Russie. Pas comme dans les pays arabes, où vous avez que ce soit le président, le roi, tout le temps, la photo du roi. Là, rien. Et même là, il n'y a rien. C'est la réalisation. Ce qui compte, c'est ce qu'est ce pays. Voici un extrait, quelques minutes, je vous emmène à l'exposition au Russia, avec les élèves. C'est immense, c'est la Russie. Et il faut savoir que cette Russie, pour la comprendre, elle commence à l'ouest,
c'est la civilisation occidentale, c'est Leningrad, donc Saint-Pétersbourg, le stand de Saint-Pétersbourg. Vous allez voir où je vais vous emmener. Сначала все, что вы видите, внимание на этом стенде. Ленинградская область, замки, Выборгский замок. Ежегодно принимает рыцарские турниры, проводит ежегодные показывают. Donc elle leur explique la civilisation, ce qu'est leur histoire, Saint-Pétersbourg. Et la Russie, ça commence là, à l'ouest. Vous faites 11 fuseaux horaires, 11 fuseaux horaires. Et vous arrivez là, parce que la Russie, c'est aussi ça. La péninsule du Kamtchatka, on arrive carrément vers la Chine et le Japon. Il faut fédérer un pays, quand vous êtes chef d'État, de 11 fuseaux horaires qui va de Leningrad, des chevaliers, voilà, quelque chose qui nous est proche, à ça. Il faut unifier cela, avec des langues différentes, des régions différentes. J'ai rencontré, il y avait une petite guide qui parlait parfaitement français, elle avait 20 ans, 20 ans, 21 ans. Elle nous a fait visiter les volcans, parce qu'ils ont reconstitué ce qu'ont les volcans dans le Kamtchatka. Je vous montre 30 secondes pour entendre qu'une jeune Russe de 20 ans, son niveau de français. Son niveau de français, elle n'est jamais venue en France. Elle a une vingtaine d'années, elle nous expliquait ça. Ici, on fait le tunnel. Il y a personne qui habite à Chukotka parce que c'est très très froid et la terre est couverte de neige et de glace. Donc, aucune possibilité de construire ce tunnel ou bien le pont. On continue. Il fallait monter le pétrolier jusque-là pour avoir des habitants vers Vladivostok. Et ça, voilà. c'est très très loin. C'est très très loin. 2000 km. C'est comme on est au centre du volcan. Attention. Parfois, on a des mots de tête, mais j'espère que c'est de 3 ans. Parce que... Vous avez vu le niveau de langue française. Elle n'a même pas 20 ans, jamais venue en France. Parfois, on va avoir des mots de tête. En France, je dis, ah, vas-y, y va, ta tête, on va chercher, c'est que ça. C'est fini, voilà. L'exposition Russia, c'est aussi la gloire des femmes, des métiers, les familles sont largement mises en avant, les recrutements pour les métiers, tout ça. Ils expliquent les technologies, ce que fait la Russie en matière de recherche spatiale, d'intelligence artificielle, de spatial. Et sont aussi des grandes écoles qui ont des stands partout. C'est comme si dans cette exposition au palais, aux portes de Versailles, vous avez d'abord les stands Corse, Guyane, tout ça. On explique ce que sont les provinces françaises, on explique ce qu'est l'histoire de France, et on explique aussi, il y a des stands de grandes écoles, Polytechnique, HEC, qui recrutent. Et ça se fait de façon très moderne, sous forme de show. Et voilà, vous allez voir. Non, mais si, c'est ça. C'est le recrutement aussi, c'est les écoles, on forme les jeunes, on va vers l'excellence. Des villes qui sont en train de construire Novosibirsk, toute une région Sibérie qui va être faite par l'intelligence artificielle.
fascinant. Voilà ce que ça représente. C'est pour ça que je voulais faire un zoom de quelques minutes sur cette exposition russe. Et je finis avec une petite anecdote, comme j'avais fini avec les dragueurs italiens tout à l'heure pendant l'inspection des douanes. C'est très, très sympa parce qu'en réalité, ce sont des choses qui n'ont pas d'importance, mais qui en ont vu le contexte. Parce qu'on nous dit, oui, est-ce qu'elle a le droit de parler à des étrangers, de laisser son téléphone? Avec nous, il y avait un député congolais qui voulait avoir son numéro de téléphone, je sais pourquoi, mais bon, il était habillé en survêtement parce qu'il était, je dois dire que les Arabes, les Congolais, les Indiens se sont admirablement bien, les Arabes, les Africains, tout le monde s'est admirablement bien tenu. On était en cravate quand on était en mission officielle, puis quand c'était l'expo, lui s'est mis en survêtement et avec dignité. Et c'est plutôt, malheureusement, chez les Européens, c'est un peu dévié. Certains ont cru que c'était une opération de drague, certains ont cru, je ne sais pas. Alors je vous montre le Congolais, c'est très drôle, il montre son numéro de téléphone, elle dit, oh, allez, par WhatsApp, parce que ce sont des choses comme ça qui montrent qu'en fait la caricature d'un pays fermé... Par exemple, parce que ça va être cher. Non, on peut téléphoner via WhatsApp. Oui, ça c'est parfait. Oui. Quand il y a des succès seulement par les teenagers, ici je crois que chez elle il n'y a pas de succès. Hein? C'est vrai, hein? Non, mais elle pourra nous aider. C'est Maria? Maria, oui. Voilà, c'était très sympa. Tout ça pour vous dire, en réalité, tout ce que je vous ai montré, ces échanges, ces WhatsApp, toutes ces petites anecdotes, ça montre un état d'esprit. Ça montre, comme je vous ai dit, c'est très libre. Si on vous explique toute la journée que le pays crève de faim, vit sous la dictature, que les Russes ont la tête baissée, c'est pas ce que j'ai vu. Je fais un petit zoom maintenant rapide, et puis après on va finir sur des cercles anecdotiques, ce que j'ai appelé le métro de Moscou, évidemment le plus beau métro du monde. Alors ça, c'est pas de la propagande, hein, je rassure, je suis filmé, j'ai pas été. C'est pas de la propagande, c'est vraiment reconnu comme le plus beau métro du monde, le plus souterrain, parce qu'il sert aussi d'abri anti-atomique. Et tout est propre, et c'est un musée d'art. C'est un musée, chaque station est un musée depuis l'époque soviétique. Tout a été gardé intact depuis l'époque soviétique, tout est magnifiquement bien entretenu. Il faut savoir que dans la Russie, pour la comprendre aussi, c'est qu'il y a une continuité dans l'histoire. L'histoire n'a pas commencé à un moment donné avec le communisme, s'est arrêté avec Helsinki, etc. C'est-à-dire que la Russie prend sa globalité, elle embrasse toute son histoire. C'est comme si en France, finalement, vous aviez une avenue du Général de Gaulle, où on vous dit de tourner à droite, il y a l'avenue Saint-Louis, puis vous prenez le boulevard Louis XIV. Continuité, la France et la France, voilà. Or nous, en France, non, la France n'existait pas. En 1789, elle a commencé avec la Révolution française. Et s'il y a un maire, il n'y a pas un maire, je crois, qui pourrait appeler un boulevard Louis XIV ou un boulevard Saint-Louis, c'est pas possible. Eux, non, c'est une continuité. Le métro de Moscou qui est nickel, avec des gens très courtois. C'est pas comme à Paris, on pousse l'autre quand le métro arrive, on se pousse, on attend que les gens descendent et on monte après. Si vous prenez le métro à Paris, on perd ses habitudes. Beaucoup de femmes avec leur portable, tranquilles, personne vient taper une cigarette, demander une pièce. Voilà, les gens attendent, les gens sortent, tout est courtois. Donc c'est le métro historique de Moscou. Les lignes sont prolongées, il y a des nouvelles stations avec des lignes ultra modernes. Et là aussi, c'est c'est-à-dire c'est dans la grandeur de la station de métro. C'est la nouvelle station de métro qui vient d'être créée. J'ai fait ce zoom. Et puis on va terminer sur ce que j'appelle, 1, 2, 3, sur ce que j'appelle, la dernière partie, et je ne vais pas vous embêter plus longtemps, des scènes anecdotiques. Sont des choses qui n'ont pas... Voilà, on est tellement dans la caricature parfois, je réponds à plein de choses, à plein de questions, des scènes anecdotiques. Je vous emmène dans des restaurants
des brasseries plutôt chics, des brasseries moins chics, et des vues dans Moscou. Là, on s'est fait une très belle brasserie au centre de Moscou avec des plats, vous allez avoir la carte, et un service vraiment à la française. Service à la française, avec la sommelière. C'est une brasserie chic. Une brasserie chic, voilà, les plats sont entre 12 18 € par personne dans une brasserie chic. Voilà. Alors c'est pas cher parce que le niveau de vie n'est pas le même. Je réponds aussi à c'est proportionnel. Voilà, le tartare frites et en entrée l'huile d'olive avec les pains différents. Tout ça est magnifiquement bien servi. Et puis après, il y a des restos de quartier dans Moscou, moins chic, c'est un peu moins cher, mais c'est vraiment traditionnel. Moi, j'ai un coup de cœur pour un resto dont le concept est vraiment vintage. On a l'impression d'être encore à l'époque soviétique. Ils ont le vieux téléphone, on a l'impression qu'il y a le KGB qui va débarquer. On a l'impression je vous fais partager. Et ça, c'est nous. Il était minuit, on dîne, comme dans tous les restos du monde. La serveuse fait sa caisse. On a le droit de lui parler. Il n'y avait pas de micro sous les tables. Et le concept... Voilà, Moscou c'est ça. Moscou c'est aussi beaucoup de femmes qui se promènent seules, entre copines, qui ne sont pas embêtées. Je marche un soir, et là j'étais seul, je vois deux filles qui marchent devant moi, un homme promène son chien, elle craque sur le chien, elle le caresse, tout se fait dans une rue propre, tranquillement. J'ai photographié la scène. J'ai photographié parce qu'à Paris on ne voit plus ça. Tout est lié à de la délinquance, tout est lié à la saleté. Voilà, deux filles tranquilles, elles savent qu'elles ne vont pas se faire embêter, elles caressent le chien, ce qu'elles font. La France est partout présente dans les mots à Moscou. Des boulangeries françaises, vous en avez partout. Des mots français. La petite surprise, nous, sur la presqu'île, voilà, je tombe sur un camion Leroy Merlin, qui est toujours présent à Moscou. Alors, les fameux McDonald's, parce qu'il y a beaucoup de McDonald's dans Moscou, vous savez que McDonald's s'est retiré de la Russie, là ils ont reconfisqué, c'est une entreprise russe qui l'a pris, maintenant c'est le nouveau logo de McDonald's en Russie. Alors on va me dire, oui, tu photographies les riches et tout, et les pauvres, ils les cachent, bien sûr, c'est une dictature, donc les pauvres, ils les cachent. Non, ça va, je me balade devant un Spar, il y avait deux clodos, voilà. Photo de clodos, tranquillement, ils sont tranquilles. Je l'ai fait parce qu'après on va me dire ils ont caché les pauvres. Parce que vous savez, tout ce qu'on entend comme mensonge. Après il y a les boutiques officielles de chez Cartier qui sont fermées. Là il y a un grand rideau avec un panneau à l'entrée pour dire en raison des sanctions on ne peut pas ouvrir. Mais c'est pareil, ils peuvent acheter du Cartier dans d'autres magasins hors de l'officiel. Donc ça ne rentre pas dans les poches. Voilà le résultat des sanctions. Chanel qui est fermé. Et la Russie, cette énergie aussi qui est présente. Voilà. La radio, mais je ne crois plus que ça soit lié à Baudecroux maintenant. Ils ont racheté la marque. Métro, d'habitude. Et du français, je vous l'ai dit partout. Les boulangeries Paul, il y en a aussi. C'est la boulangerie Paul. Et Moscou, c'est l'élégance. Le soir, les jeunes Russes, j'ai revécu une France des mémoires des années 80, années 70, où le soir, la jeune bourgeoisie s'habillait, sortait au restaurant, se tenait bien, avec une certaine dignité. Et là, on le voit partout, même dans le métro, les gens s'habillent le soir. Dans les restaurants, je vous emmène dans un restaurant chic, avec
avec des jeunes qui sortaient, je crois. Ouais, tout est élégant. On se croirait des jeunes qui se font photographier, qui parlaient français parfaitement, des jeunes filles fiancées qui étaient contentes de se photographier. Vous voyez comme ils sont élégants. Et j'ai discuté, elles se photographiaient devant le Kremlin, parce que on fait attention à tout. Et elles parlaient français. Elle parlait français. Moscou, c'est aussi la fête. C'est une ville de restaurants. Il y a beaucoup de bars. Tout Moscou, c'est de bars avec de la musique. Voilà, ça danse beaucoup. C'est une ville qui s'éteint jamais. Voilà ce qu'est Moscou, avec des cartes des vins partout. Tout est en français. Château Pape, des références. Rendez-vous. Voilà, marque française. Puis après, vous allez sur la plage rouge, si vous allez vous balader, évidemment, il y a la relève de... Voilà, la relève de la garde, chaque heure, avec les touristes qui sont là, face au Kremlin. Tout se fait tranquillement. C'est zen. Pas prendre trop de temps, on continue. Vous quittez la place rouge, le Kremlin, vous avez Arbeit, la rue commerçante, et il y a une première boutique de souvenirs rue commerçante, on va s'amuser. Je rentre dans la boutique, des petites boutiques de souvenirs, le piège à touristes, quoi, il y a partout. Et je tombe sur un gars qui parle français. Alors je lui fais une interview, vous allez rire. Incroyable, je trouve ici sur la place rouge à côté du Kremlin la boutique de souvenirs, c'est la boutique de souvenirs de la place rouge, quelqu'un qui parle français, donc si vous allez en vacances à Moscou, il est bienvenu. Voilà, il est algérien, et voilà, et ton prénom Monsef, il parle français, et voilà, et ici tout le monde parle français, et c'est la boutique de la place rouge à côté du Kremlin avec plein de souvenirs. L'attrape touriste. On fasse le groom. Voilà, l'attrape touriste. Voilà. Alors, Monsef, il est passé par Paris, il en avait marre de la France, il trouve que les gens ne bossent pas, et il y a toujours le cliché, les Russes sont racistes, etc. Il dit non. Alors ici, on gagne beaucoup de fric, si tu bosses, tu es sérieux, on ne te fait pas chier, tout va bien. Voilà ce qu'il m'a dit texto, je le reproduis. Il faut savoir qu'en Russie, c'est 13% d'impôts. 13% d'impôts pour tout le monde. C'est un flat tax, que vous soyez Bernard Arnault ou bien un smicard, c'est 13% d'impôts. Il y a juste maintenant l'effort de guerre qui est financé pour les revenus équivalents à plus de 100 000 euros par an. Si vous avez plus de 100 000 euros par an, je crois que c'est passé à 16% ou à 19%. Donc, voilà ce qu'est Moscou, une ville finalement très décontractée, très française. Et quand on dit c'est une dictature, on ne parle pas les taxis, les machins. On rentre dans un taxi, on rentre un soir du restaurant dans un taxi et écouter de la chanson française. Bon, c'était pas Michel Béat, c'était pas la chanson, c'était pas Gilbert Bécaud, c'était pas ça. Mais c'était une chanteuse française un peu des années 90 que les plus jeunes peuvent connaître, s'appelait Nadia. Et le gars, il me parle de La Rousseau, Ophélie Winter. Et le gars, le taxi, il écoutait ça. Vous écoutez le dialogue, on discute librement. Il me dit, vous êtes français? Oui, je suis arménien. Il tape son GPS. La route, il écoutait de la chanson française. Pour ceux qui connaissent le morceau. C'est le premier taxi au monde avec une vidéo. Oui. Yes, papa. Oui. I'm from Armenia. Ah, ok. Appelle Armand. En français. Voilà, Moscou, c'est ça.
ceux qui aiment Gilbert Bécaud, le café de chez Pouchkine. Vous avez le café de chez Pouchkine, le fameux café. Le bâtiment du Compromat, c'était celui où on emmenait les étrangers que l'on voulait faire chanter avec des jolis Russes, et c'était bourré de caméras, paraît-il, époque soviétique. Ça, c'est le bâtiment à l'entrée de Moscou du chauffage central gratuit pour tous les moscovites, puisque vous avez un réseau collectif d'eau chaude, de chauffage, magasins, appartements, c'est gratuit. La température est fixée en conseil municipal chaque année à la rentrée. Cette année, ils ont décidé de faire un effort, 25 degrés pour tout le monde. Ce qui fait que quand vous vous baladez dans Moscou, il fait 2 degrés, il fait 0. Les moscovites ont leurs fenêtres ouvertes. Il fait tellement chaud, ils laissent tout allumé, ils chauffent tout le temps. Et vous avez les fenêtres ouvertes à 0 degré. Et tout part de ces bâtiments. Alors, je vous épargne des photos de Moscou, là, au daté. Je voulais finir avec un dernier truc. C'est la dictature, t'as pas vu d'opposants, est-ce qu'ils sont tous réprimés, etc. J'en ai vu 2, moi, des opposants. Un soir, j'arrive dans une place, et qu'est-ce que je vois? Un rassemblement un peu bizarre, avec des bougies, des drapeaux, des croix, et des hommes avec une sorte de cagoule qui tenaient ça. Et on me dit, ça fait plusieurs mois qu'ils sont là. Il y avait une voiture de police planquée, qui faisaient évidemment des photos pour les gens qui venaient, mais ça faisait plusieurs mois qu'ils étaient là, tranquilles. Je me dis, c'est qui ces gilets jaunes avec des soldats blessés? Vous reconnaissez, PMC, Wagner Group, et c'était le monument dans Moscou, en hommage à Prigojine. Vous êtes l'ennemi de Poutine, mais tranquille. Le truc était tranquille. Ils ne sont pas embêtés depuis des mois. Donc si vous faites un tel truc anti-Macron, je ne sais pas, après, dans un quartier de Paris, à mon avis, ça dégage immédiatement. Puis un jour, je sors du métro, un après-midi, et je vois des gars, ils avaient un peu le look RFI, qu'est-ce que c'est que ça, qui distribuaient des tracts et les moscovites qui passent, on ne s'en va pas le voir, et tout, le journal, avec... le gars, je sentais que c'était pas le truc officiel, quoi. Je sentais que c'était pas la propagande. Donc, nous avons la souveraineté de la Russie, et vous, voyez, avec le truc référendum, un site internet qui demande le référendum, le gars me donne son journal. Heureusement que j'avais le Google qui m'a bien traduit sa dépêche. En fait, c'était un tract, un journal, une manifestation anti-Poutine, pour dire que la Grande Russie, c'est ça, c'est l'ours, les traîtres sont là, l'OTAN est en train de se rapprocher, et que Poutine il est trop gentil, et qu'il est temps d'écraser ces traîtres d'occidentaux. On est quand même une puissance nucléaire, et il faut leur balancer un truc sur le coin de la gueule. C'était à peu près, voilà, ce que ça veut dire. Hein. Donc il faut que Poutine rentre dans le droit chemin maintenant, parce qu'il est trop gentil, on commence à en avoir marre. Voilà ce qu'il distribue. Et voilà, ce tour à Moscou. Merci.